Le Gabon présente de nombreuses opportunités pour le développement et la diversification de son économie. Et pour saisir cette diversification de son économie, il est important de mettre en place des outils pour attirer des IDE afin de contourner les multiples obstacles qui dressent devant lui. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce énième numéro de votre émission Les samedis de la Concorde. Nous avons 3 invités sur ce plateau. Je vais commencer par la gauche. J'ai M. Willy Ontia, vous êtes expert en finance, banque et marché des capitaux. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir et merci pour votre invitation. Et c'est surtout nous qui vous remercions d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. Juste en face de M. Willy Ontia, nous avons M. Wilfried Ogout. Vous êtes directeur général adjoint de l'UBA. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, merci pour votre invitation. C'est surtout moi également qui vous remercie d'avoir répondu à cette invitation. Juste en face de vous, vous avez un universitaire, c'est le docteur Philomon Nsi. Et là, vous êtes maître assistant CAMES à l'université Omar Bongo. Bonsoir également à vous, monsieur. Bonsoir et merci pour votre invitation. La thématique de ce numéro va plutôt porter sur investir au Gabon. Donc, c'est autour de cette thématique que nous allons bien évidemment échanger. Première question déjà va s'adresser à notre universitaire. Peut-être définir ce qu'on entend par un investisseur et quels sont les déterminants également des idéaux. Investissement direct étranger. On va dire qu'un investisseur, c'est un agent économique qui pose l'acte d'acquisition d'actifs. Cette acquisition d'actifs, souvent appelée en comptabilité immobilisation. En termes plus simples, c'est le fait d'effectuer une dépense pour acquérir une machine ou un équipement qui va servir à la production d'une manière durable. D'accord, peut-être revenir sur les déterminants de ce qu'on entend par les déterminants des IDE. Bon, maintenant, quand un investisseur d'un pays étranger acquiert des actifs à hauteur de 10% du capital, il est donc appelé investisseur direct étranger. Et dans ce cadre-là, plusieurs éléments, plusieurs déterminants expliquent le comportement d'un investisseur direct étranger. Les travaux de Dunning de 1993 présentent 3 groupes d'avantages qui peuvent amener un investisseur direct étranger à acquérir des actifs auprès d'un autre pays. Et nous avons le premier avantage, c'est les avantages spécifiques à l'entreprise. Si l'entreprise permet effectivement à cet investisseur d'avoir accès à un marché plus important, avoir accès aux ressources, gagner en termes d'efficacité ou encore acquérir des actifs stratégiques. Dans un deuxième niveau d'avantages, nous avons effectivement les avantages comparatifs liés au pays d'accueil. Et là, nous pouvons voir la situation politique, le cadre macroéconomique et d'autres éléments tels que l'environnement et ainsi de suite. Au troisième niveau des avantages, nous avons l'internalisation. Sur le fait simplement que cet investisseur d'être étranger veut acquérir quelque chose, veut acquérir en fait un élément important dans sa production qui va permettre en fait de sécuriser sa production. Mais sur le plan empirique, un certain nombre de travaux ont montré que se sont un peu démarqués, mais ils sont allés beaucoup plus pointus en montrant que les déterminants macroéconomiques étaient très importants. Et dans ces termes macroéconomiques, nous avons des éléments comme la taille du marché, le degré d'ouverture, la disponibilité des ressources naturelles, le capital humain qualifié et compétent, et même des éléments comme l'urbanisation peuvent être aussi des facteurs qui poussent un investisseur à venir. À côté de ces facteurs, nous avons un élément aussi important, c'est les déterminants institutionnels. C'est cet ensemble de règles de bonne gouvernance qui sécurisent normalement l'investissement de l'investisseur et dans le cadre où il y a effectivement un respect du droit de la propriété. Et nous avons un troisième niveau, c'est le niveau de développement du pays. Parce qu'un pays qui a un niveau de développement élevé attire plus qu'un pays qui n'en a pas. Je prends l'exemple, par exemple, le niveau de développement financier. Parce qu'un investisseur, il vient avec un capital important, il faudrait qu'il trouve des banques qui peuvent absorber effectivement son capital, il faudrait qu'il y ait des facilités, il faudrait aussi qu'il y ait une transparence sur le plan financier. Parce qu'un pays où effectivement on ne connaît pas réellement comment, on n'a pas de statistiques financières, c'est un pays qui a du mal à attirer des investisseurs étrangers. Parce que l'investisseur étranger fait une analyse du risque pays à partir de ces informations. Tout à l'heure, vous avez abordé un point très important.
en rapport avec les avantages comparatifs. Il y a d'ailleurs des théories qui ont été développées par Adam Smith et David Ricardo. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de ces avantages comparatifs en Afrique de manière générale, au Gabon en particulier? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle des avantages comparatifs, Adam Smith et autres, nous sommes en fait ici dans les modalités de la spécification. En fait, un pays a intérêt à vendre notre pays s'il a une spécification, s'il est spécialisé dans un domaine bien précis. Et pour Adam Smith et autres, ils sont basés sur un certain nombre d'éléments, mais qu'on peut résumer simplement à la théorie de Heckscher-Ohlin Samuelson, qui se base en fait sur les dotations naturel. Un pays qui est doté dans un facteur de production, c'est un pays qui peut facilement vendre à partir de cet avantage-là à d'autres pays. On peut l'inverser en disant qu'un pays qui est doté en ressources naturelles, c'est un pays qui peut attirer des investisseurs étrangers par rapport à ces dotations pour une production beaucoup plus intéressante. Et là, nous avons le cas aujourd'hui des pays qui sont dotés en pétrole et en gaz, qui attirent, à cause du phénomène, à cause de la guerre en Ukraine, qui attirent les investisseurs étrangers parce qu'ils ont besoin de gaz. Et là, ça devient dans ce qu'on a appelé plus haut l'acquisition d'actifs stratégiques. D'accord. Je vais m'orienter directement sur le directeur général de l'UBA. Il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs que l'UBA est une banque qui finance également des projets d'investisseurs à la fois au Gabon et sur le continent. Est-ce que dans vos pratiques, il y a des avantages accordés aux entreprises locales par rapport, bien évidemment, à celles qui sont à l'international? Oui, je ne parlerai pas en termes d'avantages directement, mais lors de l'entrée en relation commerciale, il est clair qu'après avoir apprécié le profit de notre client, de notre partenaire commercial, lorsqu'il se fait le besoin d'un financement, nous apprécions ses états financiers, nous apprécions tout son profil et essayons de mettre en place un produit approprié qui répond de manière adéquate à son besoin. Alors, les avantages viendraient plutôt au niveau des conditions par rapport au marché. Qu'est-ce que la concurrence en face fait et qu'est-ce que nous, on peut donner de plus de manière efficiente à ce client en termes, par exemple, de pricing, je veux dire le prix, en termes de taux, en termes de toutes les conditions qui entourent la mise en place de la facilité. Là, en ce moment précis, on peut parler d'un avantage qu'on lui accorde. Parce que l'avantage, c'est par rapport à une situation qui est face à nous. Mais de manière individuelle, on ne peut pas dire qu'on va accorder à ces entreprises un avantage. Oui, c'est plutôt par rapport au marché qu'on met en place des mesures préférentielles d'accompagnement. Est-ce qu'il y a des critères d'éligibilité comme ça que vous mettez en place pour permettre à ce que vous puissiez également apporter un soutien, soutenir des projets des investisseurs? Alors, je ne dirais pas directement soutenir des projets des investisseurs. Il y a d'abord le secteur dans lequel ce futur partenaire s'illustre. Le premier pan, c'est d'abord l'entrée en relation. D'accord. Nous apprécions son projet, nous apprécions son business plan, mais avant tout, son implication personnelle. Parce que si on reste dans le cas des entrées des entreprises étrangères qui viennent avec des projets d'investissement, on a une visibilité sur le secteur d'activité parce qu'on a des données économiques de part et d'autre et on a aussi le business plan qui est mis en place et les retours sur investissement qui sont faits. Et là, pour qu'il nous marque sa volonté de vraiment rester dans le pays et de vraiment s'impliquer dans le développement de l'activité, on voit ce qu'on appelle l'equity contribution. Quel est son apport dans le projet qu'il veut développer? Et par rapport à cela, la banque se positionne. Et l'autre aspect très important, c'est l'identification de la source ferme de remboursement. Ce sont ces éléments qui sont des critères d'éligibilité, entre autres. Alors si c'est une entreprise qui est nouvellement présente sur le marché, bon, il y a des projections bilancielles qu'on fait, il y a des projections par rapport au compte de résultats, etc. Mais si c'est une entreprise qui est déjà viable sur le marché, on voit comment elle a évolué sur le marché, quel est son niveau de résultats produits, quels sont son niveau de charges, etc. Si ces charges n'obèrent pas son résultat, quel est le niveau du résultat net, in fine, qu'elle a pu dégager? Et est-ce qu'en s'engageant dans cette voie, dans ce projet, le projet en lui-même, à long terme, permettra de s'autofinancer, c'est-à-dire qu'il va rembourser le prêt qui lui a été octroyé. Donc ce sont des critères d'appréciation avant de se décider à accompagner un quelconque opérateur. D'accord. Monsieur Ntia,
le sujet, déjà, je veux dire, le décor, il a été planté. On parle d'investir au Gabon. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir une forme de cartographie des profits des investisseurs installés au Gabon? Votre question est très intéressante. Il faut dire qu'un pays, pour se développer, Au-delà, bien sûr, des partenaires traditionnels, on a la France, on a la Chine, est-ce qu'il y a la possibilité aujourd'hui d'avoir une base de données fiable qui permet à tous les téléspectateurs, à tous les Gabonais de pouvoir avoir une meilleure visibilité de ces différentes structures? non, vous comme moi, vous savez qu'en matière de statistiques au Gabon, voilà, on n'est pas suffisamment outillé, on n'a pas assez de données qui circulent. Et c'est d'ailleurs une des problématiques pour nos chercheurs qui ont du mal à avancer dans leurs recherches parce que les données statistiques ne sont pas suffisamment référencées et transmises aux autres opérateurs économiques. Mais avant tout, par rapport à notre sujet, qui est l'investissement direct étranger au Gabon, il faut rappeler que tout pays, pour se développer, le fait avec ses fonds propres, mais également avec ce qu'on appelle les FINEX, les financements extérieurs. C'est notamment ceux des investisseurs. Donc les investisseurs étrangers, potentiellement, peuvent venir investir dans un pays pour appuyer le développement de ce pays, mais également pour faire des profits au Gabon. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, il y a deux phénomènes centraux qui se sont produits dans l'économie mondiale. Il y a le phénomène de la mondialisation des échanges et il y a le phénomène de la globalisation financière. Donc aujourd'hui, on est dans un monde global. Tous les pays sont en compétition. Ce qui veut dire que le Gabon est en compétition avec le Cameroun, avec le Niger, avec d'autres pays pour attirer les investisseurs étrangers. Ce qui veut dire que notre pays a besoin d'une stratégie claire, nette et précise en matière d'attraction des investissements étrangers au Gabon. Et on en parlera de cette stratégie. En ce qui concerne purement les statistiques et le profit d'investisseurs qui viennent au Gabon, il faut savoir que notre économie a trois secteurs principaux. Il y a le secteur des mines, le secteur des hydrocarbures et des mines, qui représentent à peu près 80% de nos exportations vers l'extérieur du Gabon. Le secteur des hydrocarbures et des mines. Et il représente à peu près 60% du budget de l'État gabonais. Donc c'est un secteur qui pèse énormément dans la structure globale de l'économie gabonaise. Nous avons aussi le secteur du bois, qui représente à peu près 13% du PIB gabonais et un peu plus de 12% en termes d'exportation au pays. C'est également un des secteurs. Donc l'une des forces du Gabon aujourd'hui, c'est d'avoir des réserves en matières premières importantes. Et pour produire, on a besoin des matières premières. Et le Gabon dispose de réserves de matières premières importantes dans les hydrocarbures, dans les mines, dans le bois. D'accord, je prendrai un exemple. Selon les statistiques officielles, 900 sites miniers sont potentiellement exploitables au Gabon aujourd'hui. C'est-à-dire que des entreprises peuvent se positionner pour développer ces sites miniers au Gabon. C'est-à-dire qu'on a des réserves qui sont puissantes. Donc ces réserves constituent notre première base pour attirer les investisseurs étrangers qui, pour la plupart du temps, sont des multinationales étrangères. Que ça soit Total, Adax, Sinopec, des grosses boîtes qui viennent pour investir essentiellement dans le secteur des matières premières. Mais notre pays a besoin de se développer. Notre développement ne peut pas reposer uniquement sur l'exploitation de matières premières. Nous avons besoin de développer d'autres secteurs d'activité, notamment le secteur agricole. En parlant de développer d'autres secteurs d'activité, tout à l'heure on va parler de l'attractivité des investisseurs. Comme vous le savez, il y a quelques mois de cela, le Gabon a adhéré, on va dire, au Commonwealth, qui est une organisation supranationale. Est-ce que cette adhésion du Gabon peut aboutir comme ça à l'attractivité des investisseurs du Royaume-Uni ou encore les pays membres de cette organisation au Gabon? Il faut savoir que le Commonwealth, c'est plus une organisation politique qu'une organisation économique ou monétaire. D'accord ? Il n'y a pas de partenariat économique ou une obligation d'échange ou un libre-échange. Cette adhésion peut conduire à ce que les États Cette adhésion est un plus qui va permettre au Gabon de développer ses synergies avec les autres pays du Commonwealth. Donc c'est un plus pour le Gabon qui diversifie aussi ses partenaires. Et ça rentre dans la stratégie du gouvernement pour développer notre économie. Donc c'est une bonne chose. Mais, je le rappelle, c'est d'abord un partenariat politique avant d'être un partenariat économique.
D'accord, il y a une autre question d'ailleurs qui est la question là ouverte. Hein. Quelle est l'attractivité aujourd'hui du marché gabonais en termes de rentabilité des affaires? La question ouverte. On va quand même donner la parole au DGA. Merci. Alors, en termes d'attractivité, je vais déjà définir cette attractivité qui veut que ça soit la capacité d'attirer et de retenir tout ce qui est investissement ou tout ce qui est ressources pour développer un pays ou une région ou un marché. Pour le cas du Gabon, sans d'abord faire intervenir l'aspect de rentabilité, je dirais le premier attrait que les investisseurs étrangers constatent, c'est d'abord cette stabilité politique et sociale. C'est un élément très important. Il faut nécessairement une stabilité politique, sociale pour attirer les investisseurs. Mes avoirs, ce que je déplace de mon pays vers le Gabon, il faut qu'ils entrent en toute sécurité pour que je sois sûr de leur retour vers mon pays, enfin vers le pays d'origine. Déjà, cette stabilité politique et sociale rassure, à n'en point douter, les investisseurs. Et il y a un autre aspect, lorsqu'on parle de rentabilité, c'est ce rapport qu'il y a entre le revenu obtenu in fine et les ressources investies. Lorsqu'on regarde le cadre du Gabon, c'est vrai que c'est un marché relativement petit, relativement restreint, mais il n'empêche que cette attractivité est basée sur le fait du retour sur investissement qui est très important. Très important parce que lorsque les moyens de production sont mis en œuvre, le retour sur investissement est important parce que les ventes se font sur la valeur. On apprécie le rendement sur la valeur qui est faite par rapport au prix fixé. Le monsieur ou l'investisseur voit que son investissement est vite rentable. Il le récupère rapidement ce qu'il a investi. Contrairement aux autres marchés comme de la CEMAC, comme le Cameroun ou le Congo, où la plupart du temps, ils apprécient leur rentabilité sur le volume, puisque c'est un marché plus grand. Et ça se constate notamment avec les secteurs de la téléphonie mobile, par exemple, les secteurs du bois, par exemple, où comment s'appelle, les spécificités du bois gabonais, sont très prisées sur le marché et permettent, comme on le dit, d'avoir cette propension très importante par rapport au PIB du Gabon. Et on a aussi, dans la sous-région, le pétrole du Gabon, qui n'est pas des moindres, et plus loin, dans le secteur des mines aussi, la rentabilité qui est forte avec le manganèse que Cominog exploite aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui, le Gabon est le numéro 2 mondial. Donc vous voyez, lorsque ces investisseurs étrangers viennent sur le marché, c'est pour constater, d'abord après leurs études, qu'est-ce que lorsque je mets mon argent, le retour sur investissement peut se faire en toute quiétude. Est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'il est en toute sécurité pour le rapatriement de mes revenus? C'est déjà des éléments très, très déterminants pour la présence de ces investisseurs étrangers. Monsieur Nsiela, au-delà de ce qui a été mentionné tout à l'heure par le directeur général adjoint de l'UBA, est-ce qu'il suffit juste d'y avoir une stabilité sur le plan politique et social pour rendre plus dynamique l'attractivité des IDE? Parce qu'il y a également la problématique des pesanteurs administratives. Bon, c'est un facteur parmi tant d'autres et qui est très important. Mais il faut recadrer les choses. Un investisseur étranger se positionne à deux niveaux. Soit il vient investir sur une entreprise qui existe, et dans ce cas, c'est la compétitivité de cette entreprise qui l'attire. Ou soit il vient pour s'installer. Et pour qu'il s'installe, il faut qu'il ait à sa portée deux choses. Ces deux choses, parmi les facteurs de position, nous avons le facteur travail, donc avoir une main-d'œuvre qualifiée et compétente, et d'un autre côté, le capital. Mais lui, il est déjà détenteur du capital, il a le capital. Donc, il voudrait trouver aussi une main-d'œuvre qualifiée. Ça, c'est le premier élément. Dans un autre élément, toujours pour ce qui est d'un investisseur direct étranger, c'est que quand il arrive chez vous, vous lui présentez que vous n'avez que des matières premières, donc des ressources naturelles. Donc, il va venir uniquement pour les ressources naturelles. Mais est-ce que ce sont les ressources naturelles qui peuvent entraîner à ce qu'on puisse dégager des ressources futures pour le développement de notre pays? On dit non. Parce que quand on regarde effectivement les statistiques de l'OMS, autant pour moi de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, on se rend compte que ce qui enrichit les pays, ce sont des produits manufacturiers. À partir de ce moment, il va falloir que le Gabon ait une vision stratégique d'attirer des investisseurs étrangers dans des domaines qui sont rentables sur le plan international. Mais pour cela, nous devons nous préparer à développer des éléments qui vont les attirer. Il est important d'avoir une main-d'œuvre qualifiée et compétente. Il est important aujourd'hui d'avoir des infrastructures. Il est important d'urbaniser nos villes. Bon.
il est important aussi, c'est ce que je dis, c'est un avantage effectivement dans le Commonwealth, parce que grâce au Commonwealth, on peut Élargir le marché. on peut élargir le marché et acquérir une ressource très importante qui est la langue. Hein? Le fait d'avoir des Gabonais qui parlent anglais peut attirer aussi des entreprises anglaises à venir investir au Gabon. Donc tous ces éléments, on doit les mettre en œuvre, et sans oublier l'autre élément que je reviens toujours, sur le plan financier. Nous devons mettre nos banques aux dimensions internationales. Parce que si on n'a pas de banques de dimension internationale, si on n'a pas de banques qui peuvent transférer de l'argent, recevoir de l'argent, des montants très importants, et des banques aussi qui s'investissent dans la lutte contre le blanchiment, c'est autant de facteurs qui font en sorte qu'un investisseur peut s'installer au Gabon et avoir la garantie d'avoir un retour sur un investissement. La même question à adresser à M. Willy Ondia. Quelle est l'attractivité du marché gabonais en termes de rentabilité des affaires? Comment rendre cette attractivité un peu plus dynamique, qui est plus corrigée et surtout la création d'emplois derrière? D'accord. Je dirais que la problématique, l'étroitesse du marché est un problème, mais qui peut être contourné pour les multinationales. La plupart, parce que j'ai dit, sont nos réserves dans ressources naturelles, sont notre première base aujourd'hui. Quand ils viennent exploiter ces matières premières chez nous, c'est parce qu'il y a une forte demande à l'international. Donc, ils ne vendent pas ce qu'ils produisent au Gabon comme ils extraient les matières premières, ils les vendent à l'international parce qu'il y a une très forte demande, notamment en Chine, en Europe et en Amérique. Donc la demande internationale est très forte pour les matières premières dont dispose le Gabon. Donc notre problématique, c'est d'accroître la valeur de notre PIB, c'est-à-dire la richesse créée au Gabon. On n'exporte plus les matières premières brutes. On doit exporter les matières premières transformées, à un minimum de transformation de premier niveau. C'est ce que notamment le président de la République a fait avec la question du bois. Il n'est plus question d'exporter des grumes brutes. Il faut les transformer à niveau. Et cela permet d'ajouter la valeur ajoutée de ce qu'exporte le Gabon et d'augmenter la richesse créée et les impôts encaissés également par l'État, ce qui permettra de financer d'autres investissements en termes de fonds propres. Donc c'est très important. En ce qui concerne nos banques aujourd'hui sont aux normes internationales. Elles sont connectées au SWIFT, elles sont connectées au réseau international. Elles ont la capacité de faire exactement toutes les opérations bancaires nécessaires, que ce soit des opérations de commerce international ou les opérations classiques. Ce qui est la problématique pour le Gabon, parce que le secteur bancaire, mon frère qui est ici, le docteur en parlait, c'est une problématique. Mais notre secteur, il faut savoir, le secteur bancaire gabonais est l'un des plus solides en Afrique centrale, en termes de rentabilité et en termes de financement. Donc c'est une valeur ajoutée pour le Gabon. En ce qui concerne l'attractivité maintenant du Gabon et de la mesure de la rentabilité se mesure par plusieurs indicateurs. Il y a un indicateur qu'on appelle Return on Equity et un autre qu'on appelle Return on Asset. Donc la rentabilité des actifs, la rentabilité des fonds propres, c'est en général le résultat net divisé par les fonds propres ou le résultat net divisé par le chiffre d'affaires qui nous permet d'avoir la rentabilité. D'autres indicateurs qui nous permettent de mesurer également ce qu'on appelle le ROI, retour sur investissement, c'est notamment la valeur actualisée nette ou le TRI, le taux de rendement interne. Donc les entreprises qui viennent chez nous investissent, après ils ont ces indicateurs pour mesurer la rentabilité de leurs investissements ici au Gabon, de manière à ce qu'ils puissent augmenter un peu plus les investissements qu'ils font ici ou éventuellement arrêter et aller ouvrir dans un autre pays. La plupart des entreprises qui installent dans notre pays sont suffisamment rentables puisque la plupart s'installent et augmentent même leurs investissements sur place. Mais la seule chose, c'est qu'elles sont essentiellement concentrées dans le domaine des matières premières. On souhaiterait qu'elles se diversifient, notamment dans les services et dans l'industrie. Parce que l'industrie au Gabon est, on va dire, le parent pauvre de notre économie. Est-ce que ces entreprises-là, notamment ceux qui décident comme ça de s'installer au Gabon, sont souvent confrontés, on va dire, aux obstacles juridiques, tout ce qui est en rapport avec la paperasse aujourd'hui? Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou c'est un fait réel? Parce que beaucoup se plaignent régulièrement qu'il y a parfois des barrières juridiques qui font en sorte qu'un temps soit peu, ça devient un peu compliqué pour eux. Effectivement, le Gabon a des atouts, des qualités pour attirer des investisseurs étrangers. Mais il y a également des freins. Et là, vous me parlez des freins.
effectivement, l'excès de bureaucratie est un frein au développement des investissements étrangers au Gabon. La corruption est un frein au développement de l'investissement direct au Gabon. La justice à géométrie variable est un frein de développement des IDE au Gabon. Donc vous avez plusieurs facteurs comme ça qui sont des facteurs qui freinent. Et les IDE, en termes d'une business, notre pays se situe à peu près au rang de 169e sur 183. Vous voyez que notre classement n'est pas très élogieux et le Gabon peut mieux faire en matière d'attrait des investissements étrangers au Gabon, dont le stock était estimé en 2020 à peu près 14 milliards de dollars. 14 milliards de dollars, je parle sous le contrôle du docteur et du DGA, ça dépend du coût du dollar. Mais le DGA qui est là, il surveille le cours tous les jours, il serait mieux à mesure que moi pour donner la contre-valeur exacte du stock d'investissement direct. Peut-être le DGA veut peut-être rajouter quelque chose. Qu'il termine, allez-y. Voilà, le stock d'investissement au Gabon. Donc, c'est vous dire que c'est une question importante. C'est une question importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le budget de l'État gabonais, doit faire face à le coût de l'administration est très lourd. Aujourd'hui, le budget de l'État a absorbé un tiers par le coût de fonctionnement de l'administration, les salaires et le fonctionnement courant. Un tiers est absorbé par la dette publique qui est très lourde. Et un tiers est censé soutenir l'investissement en fonds propres du Gabon, de l'État. Et ce un tiers, il est de plus en plus petit parce que les deux précédentes lignes que j'ai exprimées absorbent. Donc l'État gabonais a besoin, pour compenser la baisse de son investissement en fonds propres, des investisseurs étrangers. Donc c'est vraiment une question centrale que vous mettez sur la table et il faut absolument que le gouvernement a pris de nombreuses mesures. On peut en parler. Le gouvernement a fait le guichet unique avec la NPE. Le gouvernement a validé le droit des affaires au WADA pour uniformiser nos droits des affaires avec les standards internationaux. Le gouvernement a pris une loi sur les PPE, partenariat public-privé. Donc il y a énormément de choses qui sont faites par le gouvernement. Mais ces choses-là, il y a aussi des freins derrière qui restent et qui entravent le développement de l'investissement direct étranger au Gabon, qui reste encore très faible au regard du potentiel économique puissant que dégage le Gabon. Déjà, peut-être un renchérir par rapport à ce qui a été développé tout à l'heure. Voilà, je dirais que la liste est longue, comme il a énuméré, et non exhaustive des freins. Mais ce qu'il faut déjà féliciter, c'est la volonté de changer ça. C'est la volonté de changer ça. Il a fait allusion tout à l'heure, M. Ontia a fait allusion à l'ANPI, au guichet unique. Et il faut aussi saluer le fait qu'ils aient mis en place une plateforme numérique pour accélérer les ouvertures de comptes déjà et réduire ce processus long administratif. Et de par là aussi veiller à ce que le niveau de bureaucratie soit le moins long possible. C'est déjà des efforts à saluer. Et je crois savoir que depuis l'année dernière, il y a d'autres réformes qui sont mises en place pour essayer non seulement de corriger le 169e rang du Gabon, lors de la dernière publication du Doing Business, mais aussi d'alléger les secteurs stratégiques qui pourraient être de plus en plus attractifs pour les investisseurs étrangers. Je vois par exemple dans le secteur de l'hôtellerie qu'on est en train de revaloriser de plus en plus. Je vois également le secteur de l'énergie qui est actuellement en vogue puisqu'il y a de gros investissements qui sont en train d'être attirés pour relancer la construction des barrages et aussi apporter des énergies renouvelables, des énergies solaires pour pallier le gap en fourniture d'électricité pour les populations. Donc déjà, avec ces mesures d'accompagnement aussi qui sont mises en place, ça vise tout au long de ce processus d'invitation des IDE à assainir l'environnement des affaires au Gabon. Et on ne peut que louer ça, mais en espérant que ce ne soit pas un coup d'épée dans l'eau. Et que derrière, en même temps, qu'on mette des organes de surveillance pour pouvoir maintenir le degré de remise en cause de tout ce processus qui est mis en place et prendre rapidement des mesures correctives. On va quand même aborder un point très important en parlant d'investissement sur le capital humain. On constate régulièrement qu'il y a certains investisseurs, certaines grandes entreprises, lorsqu'ils s'installent dans un pays, ils viennent directement avec des personnes ressources déjà
Est-ce qu'au sein de la structure dont vous appartenez, vous mettez en place des politiques pour la valorisation du capital humain? Oui, je répondrai tout azimut oui. Mais il faut d'abord dire que c'est un grand problème que vous posez au Gabon parce qu'il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre qualifiée ou des postes spécifiques ou des qualifications spécifiques, notamment dans le secteur pétrolier où ces multinationales sont obligées de venir avec leurs ingénieurs. Ou alors dans le secteur minier, on compte cela dans beaucoup de secteurs. Mais pour en revenir au cas de UBA Gabon, oui, nous le faisons tout azimut, nous mettons en valeur la main-d'œuvre locale. Déjà, pour tout vous dire, nous sommes près de 123 employés, et sur les 123 employés, nous n'avons que 4 expatriés. Le reste, ce sont des Gabonais. Donc nous mettons un point d'honneur à développer cette expertise locale. Et UBA en elle-même est une société de droit gabonais. Donc c'est pour vous dire que nous prenons à cœur déjà le développement de ces structures et pour participer pleinement au développement de l'économie. Comment rendre plus dynamique, et là la question s'adresse à monsieur ici et là, comment rendre plus dynamique ce capital humain-là en termes de formation, parce qu'il y a également la problématique de l'adéquation formation-emploi, vous en tant qu'université, est-ce qu'il n'y a pas de réflexions qui devraient être menées dans ce sens-là et surtout des actions qui sont mises en œuvre? Je pense que depuis 2011, le gouvernement s'attelle à avoir une adéquation entre la formation et l'emploi. Avec les états généraux à l'université, un peu partout, on essaie de ramener petit à petit à recentrer la formation dans des domaines utiles pour l'entreprise, comme le domaine technique et scientifique. Mais ça va aussi par un engagement beaucoup plus poussé des entreprises. Il faudrait vraiment qu'il y ait en fait un partenariat public-privé dans ce sens, parce que là, il va falloir qu'on forme pour les entreprises. Il va falloir qu'en amont, que les entreprises soient impliquées dans la formation. Parce que c'est ce que je disais, si dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, nous savons qu'on a besoin, on a un grand besoin dans le domaine technique, dans le domaine scientifique pour certains postes, il va falloir que dès maintenant, pas seulement à l'université, mais qu'on commence déjà dès la maternelle à pousser les enfants à vouloir aller dans les métiers du futur. Bon, je me résume par là en disant qu'on a un élément très important aujourd'hui qui peut favoriser le Gabon à gagner en termes de ressources dans les années à venir. C'est le domaine du numérique et le domaine de l'environnement. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour ces domaines du numérique et de l'environnement? Ça sous-entend qu'il faut donc initier des programmes de formation dans le numérique à partir du lycée, à partir du primaire, pour que quand l'enfant arrive à l'université, qu'il ait déjà ses envies. On va dire une politique des semences, en fait. Il faut repartir à la base. Il faut repartir à la base pour initier certains métiers, pour éveiller des vocations, en fait. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une main-d'œuvre qualifiée, mais pas compétente. C'est ça le gros problème. Qualifiée, pas compétente. Parce que cette main-d'œuvre, ces jeunes étudiants qui sortent des universités, des écoles, ne peuvent pas directement intégrer le marché du travail. Pourquoi? Parce que dans leur formation, ils ne sont pas mis à l'épreuve dans le domaine qu'ils vont exercer plus tard. C'est ce qui fait en sorte que monsieur le DG là, il recrute, mais on recrute une personne qu'on doit encore former. Et c'est un coût pour l'entreprise. Ça devient très compliqué pour l'entreprise. Maintenant, si déjà sur le plan national, on a du mal à utiliser notre main-d'œuvre qui est qualifiée, mais qu'en est-il pour l'investisseur direct étranger qui a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée et compétente? À partir de ce moment, nous devons effectivement revoir nos programmes de formation pour les adapter, non pas seulement aux besoins d'aujourd'hui, mais surtout aux besoins du futur. Avant peut-être de regarder une vidéo d'un expert également, d'un avocat, j'ai quand même une question à poser à M. William. Est-ce que le local content peut devenir aujourd'hui, on va dire, une obligation légale dans l'objectif de créer de l'emploi au Gabon? Le local content, voilà. Qu'est-ce que vous entendez par local content? Le capital humain, c'est-à-dire ça devient légal, c'est écrit dans les textes en disant qu'il faut favoriser que les Gabonais soient recrutés au sein des entreprises qui s'installent dans notre pays. Je veux dire, la législation gabonaise, elle est claire en la matière. Oui. Les Gabonais ont la priorité sur les emplois sur le territoire gabonais. Sur le plan théorique, est-ce que dans les faits, c'est vrai que le DG a déjà partagé son expérience, oui, son vécu? Dans les faits, il faut encore trouver la technicité. Au Gabon, on forme plus dans les sciences sociales que dans les sciences techniques.
On a besoin aujourd'hui plus d'ingénieurs dans les différents secteurs d'activité, miniers, hydrocarbures, télécoms, ainsi de suite, numérique. On a besoin de ces techniciens informatiques. On en a besoin. Aucune entreprise ne fonctionne aujourd'hui sans numérique. Donc on a un déficit sur les métiers techniques. Donc c'est vrai, on a la loi qui est là, mais quand on ne retrouve pas de la ressource, il est légitime qu'une entreprise aille chercher du capital humain ailleurs. Il s'agit donc pour le gouvernement de mettre en place une stratégie de renforcement de capacité qui soit cohérente avec le développement et le modèle économique qu'il souhaite développer. Mais voilà, il faut que ce modèle économique également soit clair pour tout le monde, de manière à ce que tout le monde puisse suivre. Mais aujourd'hui, le modèle économique du Gabon, on ne le connaît pas vraiment. Le gouvernement a mis en place le PSG, Plan stratégique Gabon émergent 2025. On n'a pas eu de bilan. Après, on a eu le PRE, Plan de relance économique. On n'a pas eu le bilan. Aujourd'hui, on est dans le PAT, le plan d'accélération de la transformation. Bon, on souhaite au gouvernement plein succès dans cette initiative parce qu'il en va des emplois des Gabonais. Mais on voudrait également qu'il y ait des bilans qui soient faits à la sortie d'un plan, qu'on nous dise qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Nous allons regarder une vidéo du maître Stéphane Boutondou, qui est avocat senior chez CMS Luxembourg, expert en fonds d'investissement. On va regarder cet élément, ensuite on revient sur le plateau. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Boutondou, je suis avocat au sein du cabinet CMS Luxembourg et je suis spécialisé en fonds d'investissement. Aujourd'hui, je vais me permettre de vous faire une brève introduction sur la matière et vous livrer un certain nombre de pistes de réflexion concernant l'amélioration du climat et du contexte économique afin de rendre ce véhicule encore plus efficace pour attirer des capitaux étrangers. Premièrement, que sont les fonds d'investissement? Les fonds d'investissement sont à considérer comme des réceptacles au sein desquels va se retrouver de l'argent qui va être mis en commun dans le but d'être investi dans une politique et dans une stratégie commune. De cette manière, il est permis de pouvoir anticiper sur l'effet de volume et de rentabiliser, de maximiser les profits qui en résultent. Concrètement, les fonds d'investissement s'inscrivent également comme un véhicule de financement parmi d'autres, tels que le financement bancaire, qui historiquement a une tradition beaucoup plus longue et beaucoup plus établie sur le marché, ou alors comme d'autres mécanismes de financement, tels que la capitalisation boursière, qui existe par ailleurs également dans l'espace de la CEMAC. Donc, concrètement, comment améliorer et comment attirer les capitaux étrangers via le modèle des fonds d'investissement? Je pense notamment, premièrement, à l'investissement en local. Le contexte local de l'investisseur doit être favorable. Les fonds d'investissement reposent sur la confiance. Un investisseur étranger sera d'autant plus en confiance qu'il verra des investisseurs locaux s'imprégner et vouloir participer au projet envisagé. L'investisseur local fera donc office quelque part de garant et gage de bonne foi de la pertinence et de l'opportunité du projet. Qu'est-ce que cela veut dire en pratique? Ça veut dire en pratique qu'il faudrait songer à des pistes pour améliorer ou attirer l'envie de vouloir investir au Gabon et d'être investisseur, ne serait-ce qu'en local. Pour cela, il y a différents leviers qui pourraient être envisagés. On pourrait penser à un levier fiscal, crédit d'impôt, exonération sur les revenus. Il y en a bien évidemment bien d'autres sur lesquels nous n'allons pas vous étayer. Je vous laisserai libre cours à la discussion pour en discuter de façon plus ample et plus précise. À noter par ailleurs que ce rôle de garant, l'État le joue déjà en partie. Vous avez le Fonds gabonais d'investissement stratégique, le FGIS, qui aujourd'hui œuvre à travers plusieurs filiales, dont notamment Okume Capital, à la mise en commun et quelque part à la levée de fonds pour l'investissement dans les différentes petites et moyennes entreprises de la place. La question qui pourrait également être posée de façon plus générale est de savoir si, dans une certaine mesure, il serait peut-être pas nécessaire ou pertinent ou intéressant d'accroître les compétences du FGIS, peut-être lui allouer encore plus de compétences, peut-être lui redéfinir un cadre légal dans lequel il aurait peut-être une marge de manœuvre un peu plus grande et d'ores et déjà peut-être des résultats un peu plus probants que ceux qui le sont déjà actuellement. Le deuxième point que je vois, vous avez la question des devises. Il est extrêmement important pour un investisseur local ou même pour un investisseur étranger de pouvoir investir dans une devise forte et de pouvoir
garder un certain nombre de liquidités, quitte à être investi dans des devises. Le sujet est moins politique, il est très économique, à savoir un investisseur qui, lui, est résident aux États-Unis ou en Europe ou en Angleterre, aura extrêmement à cœur de pouvoir être sûr qu'une partie de son investissement sera investie et sera gardée dans une monnaie qui va rester forte et qui sera plus ou moins indépendante aux différentes fluctuations. Dès lors, la question de la devise au Gabon se pose. Pourrions-nous éventuellement songer à une réglementation qui aurait pour effet d'adoucir, d'alléger et de faciliter la tenue et la garde de devises étrangères? Le troisième point, c'est effectivement la lourdeur et la lenteur des virements bancaires intra- et extraterritoriaux. Une chose est sûre, même si la lutte contre le blanchiment et la lutte contre le financement du terrorisme ont rendu extrêmement difficile et extrêmement lourd les transactions bancaires, il existe bien des moyens pour alléger ceci afin de faciliter les échanges. Et vous l'aurez compris à l'aune de ces 3 points que je vous ai mentionnés, le contexte économique local est extrêmement prépondérant pour attirer des capitaux étrangers. Sur ce, je vous laisse réfléchir et je vous laisse débattre sur ce que je viens de vous dire. Je vous souhaite encore une excellente ronde à tous. Nous venons de suivre tout à l'heure cette intervention de l'avocat maître Stéphane Boutondo, qui est avocat senior chez CMS Luxembourg, expert en fonds d'investissement. Rapidement, peut-être en quelques mots, DGA, il a apporté des éléments assez pertinents, un rapport avec fonds d'investissement, investir au Gabon. Comment dépasser les points qui structurellement bloquent régulièrement le déploiement des fonds d'investissement au Gabon? On revient encore sur la bureaucratie, qui est vraiment un pan très lourd pour le développement de l'activité au Gabon, le développement des investissements au Gabon. Mais je dirais aussi que l'action du FGIS est un peu ciblée et restreinte. Parce que lorsqu'on apprécie l'action du FGIS, le FGIS ne s'attarde que sur les grandes entreprises locales, dans lesquelles, pour certaines, elle prend des participations, et pour d'autres, où elle apporte un financement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces grandes entreprises locales dépendent aussi des PME et forment une chaîne de valeur. Et ces PME aussi interviennent dans les secteurs d'activité de ces multinationales qui viennent investir au Gabon. Donc il serait temps pour le FGIS de regarder un peu plus de manière précise du côté des PME qui constituent cette chaîne de valeur de toutes ces grandes entreprises locales pour pouvoir les appuyer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le tissu économique gabonais repose essentiellement sur la revitalisation des PME. Et pour cela, il y a d'autres moyens qui peuvent être mis en place. Bon, je salue au passage la mise en place du fonds de garantie qui vient d'être érigé. Il a parlé également aussi d'augmenter les prérogatives du fonds gabonais d'investissement, mais il serait plus approprié de développer un produit spécifique pour les PME, parce qu'ils ne s'attendent que sur les grandes entreprises immédiatement rentables pour eux. Mais hors ces entreprises, l'activité de ces grandes entreprises est soutenue aussi par la sous-contractant des petites entreprises. Nous allons faire un dernier tour de table, d'acheminant petit à petit à la fin de cette émission. Monsieur Willy Ontia, quelles recommandations pouvez-vous émettre afin de rendre le Gabon plus attractif en quelques secondes? Oui, en quelques secondes. En matière de recommandations, elles sont classiques. Il faut améliorer l'environnement des affaires. Et pour améliorer les environnements des affaires, il faut améliorer les équipements, les infrastructures. Il faut mettre en place de bonnes pratiques en matière de gouvernance. Il faut lutter contre la corruption. Il faut avoir une stratégie de développement industriel qui soit claire. Il faut développer le capital humain. C'est la base. Hein, et il faut avoir un modèle économique qui soit basé sur ce que j'appelle un modèle de développement capital intensif. C'est-à-dire que le Gabon va développer des champions nationaux dans un certain nombre de domaines où on a besoin de beaucoup de capital et de beaucoup de technologie et moins de main-d'œuvre. C'est ce type d'industrie que le Gabon doit se spécialiser et développer pour qu'on ait une valeur ajoutée par rapport à des pays concurrents comme le Cameroun à côté qui ont 25 millions, là où nous on n'a que 2 millions. Donc notre force n'est pas dans le nombre de la main-d'œuvre, mais doit être dans la qualité de la main-d'œuvre et surtout dans la qualité de l'investissement et du capital. Docteur, en quelques secondes, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut retenir en substance de nos échanges ce soir? Ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons besoin
des investissements directs étrangers pour nous développer. Et pour cela, nous devons préparer le terrain pour les recevoir. Et ce terrain, comme le disait le collègue tout à l'heure, passe par la formation, passe par le développement de l'entrepreneuriat. Nous avons des petites entreprises qui ne demandent qu'à être aidées, à être soutenues, qui ne demandent que ça. Et au troisième niveau, nous avons ici une démarche qualité à mettre en place auprès de nos administrations qui sont des éléments importants pour soutenir l'activité économique dans notre pays et pourquoi pas pour garantir l'environnement qu'il faut pour les IDE. Monsieur le directeur général adjoint de l'UBA, un mot de la fin en guise de conclusion. Que retenir en substance de nos échanges? Alors, cela s'impose vraiment de soutenir déjà le tissu existant local. Et pour cela, on a parlé aussi de l'assouplissement de la fiscalité qu'on devrait mettre pour les PME ou les entreprises locales au même titre que ces entreprises internationales qui viennent. On devrait peaufiner une fiscalité appropriée pour permettre à nos structures locales d'émerger également. Et en s'appuyant également sur l'existant, je pense à la Chambre de commerce, qui pourrait être un acteur majeur dans la mise à disposition des éléments statistiques, des données statistiques. La Chambre de commerce peut développer ce database qui pourra éventuellement servir aussi aux banques. La Chambre de commerce pourrait également développer une chambre ou un centre de rating qui pourrait noter et apprécier ou scorer, comme on dit, les PME ou les entreprises locales. Et ça permettrait aux banques de gagner du temps sur l'analyse du risque de ces entreprises, comme la Banque de France le fait, comme une banque de données en France le fait. Vous voyez un peu? Donc mettre ces institutions de notation en place au niveau de la Chambre de commerce, ce qui donnera à la Chambre de commerce un rôle plus prépondérant et plus offensif. Au lieu d'être un simple outil d'accompagnement administratif, il pourrait s'impliquer dans le développement du tissu local. Et ça permettra également aux banques d'avoir un garant en face ou un interlocuteur direct. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Juste rapidement rappeler à tous nos téléspectateurs que ce soir, nous avons parlé d'investir au Gabon. Nous avons eu le privilège d'avoir une fois de plus M. Willy Ontia. Vous êtes expert en finance, banque et marché des capitaux. Juste en face de M. Willy Ontia, nous avons vu comme invité M. Wilfried Ogout. Vous êtes directeur général adjoint de l'UBA Gabon. Et juste en face de vous également un universitaire, parce qu'on ne pouvait pas avoir ce type de rencontre sans pourtant avoir la vie de l'universitaire. C'est le docteur Philemon Si est là. Vous êtes maître assistant CAMES à l'université Omar Bongo. Il faut rappeler, c'est ce troisième numéro de l'émission Les Samedis de la Concorde, une initiative d'un think tank de l'Institut Concorde et bien évidemment avec le cabinet NEC Consulting. Merci à tous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Surtout, restez câblés sur Gabon Télévision. À très bientôt. Merci.